merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée au projet hôtelier dans le Val-de-Marne. Donc Hélène Salé-Lavorel, directrice générale du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Elisabeth Gallois, chef de projet immobilier chez Paris Senco. Philippe Rouja, directeur régional promotion du groupe Fichet, ont partagé leur expertise sur le sujet avec nous. L'hôtellerie est aujourd'hui une classe d'actifs de choix dans la location des investisseurs. Selon un baromètre réalisé en mai 2015 par Business Imo, auprès d'une vingtaine de sociétés investissant dans le secteur, il ressortait que le pourcentage des sondés engagés dans les hôtels fin 2014 était de 76%, soit autant que dans le commerce. Et les investisseurs interrogés annonçaient une augmentation de 67% de leurs engagements au cours de l'année en cours. Paris était la localisation privilégiée par 76% d'entre eux. Évidemment, cet engouement est étroitement lié à la fréquentation touristique de la capitale. Hélène, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur cette fréquentation? Alors bonjour à tous. C'est pas facile de parler face au public. Alors oui, effectivement, Paris et la région sont une des destinations préférées des touristes, que ce soit les touristes d'affaires ou les touristes d'agrément. On a en Île-de-France une offre hôtelière de 2363 hôtels, un peu plus de 150 000 chambres hôtelières, dont 1960 hôtels à Paris, soit à peu près 114 000 chambres, ce qui fait quand même à peu près 80% de l'offre de la région qui est concentrée sur Paris. Alors, dans le Val-de-Marne, on a une offre de 110 hôtels et de 8500 chambres. Alors, la fréquentation touristique en 2014 dans toute la région, c'est 46 millions de touristes, 25 millions à peu près à Paris, et parmi ces 46 millions de touristes, il y en a 42% qui sont des touristes étrangers et 58% qui sont des touristes français. Alors, ça fait effectivement une masse importante de visiteurs, ça représente 170 millions de nuitées, dont une grande majorité dans l'hébergement marchand, 66%, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se logent chez la famille, chez les amis, voilà, donc c'est à peu près quand même 34% des touristes. Et donc dans ces 66% dans l'hébergement marchand, c'est évidemment l'hôtellerie qui représente pratiquement 60%, les résidences hôtelières. Alors, ce qui est évident, c'est que dans cette belle destination, on a un taux d'occupation des hôtels qui est excellent, qui est moyen de 75% pour l'Île-de-France, 79, presque 80% pour Paris, alors que la moyenne nationale est de 50%. Donc effectivement, ça pousse les investisseurs, en tout cas, à trouver que ce territoire est particulièrement attractif. Donc voilà pour un panorama d'ensemble. Et donc on a aussi des prévisions, alors sur lesquelles moi je suis plus nuancée, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des prévisions qui laissent penser que ce mouvement de développement du tourisme va se poursuivre, puisque l'Organisation mondiale du tourisme prévoit une augmentation d'ici 2030 de 5,5 millions de touristes à Paris. De touristes internationaux. Très bien, merci. Elisabeth, comment est-ce que Paris va faire face à cette progression de la demande touristique? En fait, Paris avait, sous la précédente mandature, engagé un plan hôtelier et réservé des terrains pour l'hôtellerie, principalement en périphérie. Et la ville continue à rechercher des opportunités foncières. Il y a dans Réinventer Paris, sur les 23 projets, il y a à l'heure actuelle quand même 11 projets hôteliers. Et nous sommes certains qu'il y aura au moins 2 gros projets hôteliers
un sur Perchy, qui est un terrain qui n'est pas très loin d'ici, et un autre sur Sully-Morland, où il y a également une grande surface qui va être dédiée à l'hôtellerie. Après, la ville regarde également avec ses partenaires, dont le Val-de-Marne, afin de voir comment on peut coopérer et avoir des projets hôteliers en commun, soit en périphérie, soit un peu plus dans les territoires limitrophes. Il me semble qu'il y a des projets aussi sur l'opération Paris-Rive-Gauche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Sur Paris-Rive-Gauche, à l'heure actuelle, il y a deux gros projets. Un projet de 7000 m² dans les Tours du Haut, qui sont, dont l'architecte est Jean Nouvel et dont l'investisseur est Emmanuel Cambridge et le constructeur Heinz. Il y aura 7000 m² d'hôtel dans la plus petite tour, dans les 7 derniers étages de l'hôtel, avec un restaurant panoramique. Et il y a également sur la partie Austerlitz, à côté de la gare d'Austerlitz, entre la gare d'Austerlitz et l'hôpital de la Salpêtrière, un projet hôtelier qui va être développé en coopération avec Kaufmann. D'ailleurs, il recherche à l'heure actuelle un opérateur hôtelier et un investisseur. Et le projet au départ était initialement prévu de 3000 m² et il est passé à 5000 m². Et puis l'année prochaine, il y a une charge foncière qui sera vendue sous appel d'offres. Ça représente 12 000 m². Il y aura à peu près 7 000 m² dédiés à l'hôtellerie et à peu près aux alentours de 4 500 m² pour de la résidence hôtelière. Ça, c'est pour la partie Paris-Rive-Gauche. Et puis la ville réfléchit aussi sur Bercy-Charenton qui va être de l'autre côté, donc la ZAC va être déterminée en 2016. On envisage aussi à peu près une douzaine de m² dédiés à l'hôtellerie aussi sur ce secteur. Après, bon, il y a d'autres sites qui sont à l'étude sur Paris, mais là, bon, c'est à plus long terme. Et est-ce que tous ces projets suffiront à couvrir les besoins? Alors écoutez, c'est ce que disait Madame, les prévisions sont voilà, que l'hôtellerie, que le tourisme sur la France et notamment sur les Hauts-de-France va se développer, notamment avec les touristes chinois. Bon, la ville prévoit 20 000 chambres d'ici 2020 sur les Deux-France, hein, pas uniquement sur Paris. Bon, voilà, on verra si ces perspectives s'avèrent réelles. Alors, en avril dernier, l'État a validé un contrat de destination élaboré et proposé par plusieurs acteurs du tourisme parisien et de la Petite Couronne. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif, Hélène? Oui, volontiers. Alors, juste avant, par rapport aux 20 000 chambres, c'est vrai que moi je serais un peu plus nuancée, parce que c'est des prévisions qui ont été faites en 2010 à peu près, sachant que l'OMT se base sur une croissance de 2,5% par an de la fréquentation étrangère, et qu'on a quand même quelques signes alarmants dans notre destination concernant la fréquentation étrangère, qui a notamment en 2014 beaucoup diminué, à Paris comme dans l'Île-de-France. Alors, pas dans le Val-de-Marne, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas c'est une tendance générale. Bon, il y a quand même une amorce un peu inquiétante, et je ne parle pas des effets, des accompagnes qu'on commence à sentir, mais voilà. Avec aussi un autre élément un peu inquiétant, c'est la baisse de la part du tourisme d'affaires. Qui en Île-de-France représentait 44% des nuitées en 2009 et aujourd'hui 38%. C'est quand même une baisse importante, avec une baisse très forte la dernière année. Alors voilà, donc je pense qu'il faut être un peu prudent, d'autant qu'en 2010 on n'avait pas encore le phénomène de développement de l'offre collaborative qui
est une offre pour nous, acteurs touristiques, tout à fait intéressante, hein, les Airbnb et autres, mais qui est quand même à prendre en compte, je pense, dans les projections, puisqu'il y a une partie de la clientèle touristique, même un peu de la clientèle d'affaires, qui a plutôt recours à ce type d'hébergement. Alors ça pose tout un paquet de questions, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais bon, c'est quand même là, sur la dernière année, 1,3 million de touristes qui se sont hébergés chez Airbnb. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire des hôtels, ça veut juste dire que sur les chiffres, peut-être que ça mériterait que tous ensemble on remette tout à plat, en prenant vraiment en compte les dernières tendances et qu'on s'y attelle. Alors justement, le contrat de destination, il s'appuie sur un constat qui est de dire que sur un double constat. Le premier constat, c'est que Paris, qui est la destination qui fait rêver le monde entier, a en contrepartie, elle souffre de son image de destination classique au patrimoine fantastique, mais un patrimoine qui ne se renouvelle pas, qui ne bouge pas, c'est la ville éternelle, la ville lumière. Donc, quand on interroge les touristes, ils rêvent tous de venir à Paris, mais la prochaine destination dans laquelle ils vont, c'est jamais Paris, parce qu'ils ont le temps d'aller à Paris. Il faut aller ailleurs avant, parce qu'ailleurs ça bouge, et Paris, on a le temps d'y aller. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'en fait, les jeunes touristes, et notamment les jeunes Européens, représentent un marché sur lequel Paris perd beaucoup de parts de marché, justement. On a une diminution de la fréquentation des jeunes touristes européens, alors que des villes concurrentes comme Londres, Berlin, Amsterdam, Barcelone voient ce public augmenter. Et c'est éminemment le public intéressant, puisque c'est vraiment les touristes de l'avenir, c'est vraiment les jeunes. Donc c'est vraiment avec eux qu'il faut travailler pour leur donner envie de venir et de revenir. Donc on s'appuie sur ces deux constats pour se dire, mais finalement c'est pas juste, parce que Paris, c'est Paris éternel, mais Paris c'est aussi une ville qui bouge, une ville moderne, une ville d'avenir, une ville où s'écrit, enfin une ville créative, une ville dynamique, une ville festive. On n'est pas forcément obligé d'aller à Barcelone ou à Berlin pour faire la fête, on peut faire la fête à Paris. Donc on s'est dit, on va travailler ensemble, puisque finalement, et ça c'est intéressant pour le Val-de-Marne, Paris nous dit les touristes sont concentrés dans l'hypercentre. Hein, c'est vraiment les arrondissements à un chiffre, alors que finalement il se passe plein de choses intéressantes aussi dans les arrondissements à deux chiffres, et notamment toute cette vie qui fourmille, tous ces arrondissements périphériques, de même que dans les communes de petite couronne. Et qu'on sait que les jeunes touristes, ce qu'ils regardent, c'est quand même la carte du métro. Pour eux, la destination, hein, c'est alors l'hypercentre pour les visites classiques, mais en gros, pour l'hébergement, pour tout ça, c'est la carte du métro. La métropole, quelque part, elle est déjà en marche. Donc en gros, on se dit qu'on peut travailler à cette échelle-là, tous ensemble, pour essayer de mettre en avant, à côté de l'offre classique, un Paris élargi. Donc on a appelé Paris augmenté, c'est à la fois en termes de territoire géographique, la destination à cette échelle du métro, bientôt élargie en plus, et augmenté en termes d'offres touristiques. De dire voilà, Paris c'est une ville cosmopolite. Venez voir Chinatown, venez voir Belleville, Barbès, tout ça on commence déjà à le connaître, mais en banlieue on a la même chose, et c'est pas des quartiers, des marchés, c'est peu connu. Venez, Paris c'est une ville où il y a du street art partout, et du coup on travaille le lien Paris-banlieue de façon très opérationnelle, et ça c'est intéressant parce que vous savez, toujours les travers français, on est tous un peu enfermés dans nos limites administratives, et donc quand on parle aux touristes internationaux, on a tendance à leur parler de Paris dans le périphérique, alors que pour eux ce Paris-là n'existe pas. Paris c'est la carte du métro, c'est voilà, des fois il y a même le Mont-Saint-Michel et le Château de la Loire, c'est une partie de la destination. Voilà, donc on va vraiment travailler là-dessus pour dynamiser l'image, et surtout capter les jeunes touristes européens, leur donner envie de venir. Merci Hélène. Philippe, vous avez fait de l'Île-de-France un export de votre développement, et notamment ça passe par l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre activité sur ce secteur et nous livrer votre vision du marché ?
Alors, en quelques mots, le groupe Pichet est un groupe qui a été créé il y a maintenant une trentaine d'années par son président, Patrice Pichet, et qui est propriétaire avec sa famille de la totalité du groupe. Voilà. La particularité de ce groupe, c'est un groupe qui fait plusieurs métiers. D'abord la promotion immobilière, sur lequel nous réalisons à peu près 2500 ventes sur tout le territoire français, et aujourd'hui on a quasiment 30% de nos projets qui sont développés en Ile-de-France. Nous sommes également administrateurs de biens, puisque nous gérons aujourd'hui un peu plus de 40 000 lots en administration de biens, un peu plus de 7 000 sur Paris au travers de l'acquisition d'un cabinet en 2011. Nous exploitons des hôtels et des résidences hôtelières. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 500 lits qui sont exploités par le groupe, au travers de 14 établissements répartis un petit peu sur tout le territoire. Et autre activité du groupe, une foncière patrimoniale qui qui gère un peu plus de 40 000 m² de locaux, des logements, des bureaux, des hôtels, sur tout le territoire également. Voilà. Et je rajouterai pour également l'activité viticole du groupe, puisque le groupe est également propriétaire d'un château sur le domaine de Pessac. Voilà. Donc le groupe, en quelques mots, c'est 1000 collaborateurs aujourd'hui, 1000 collaborateurs qui sont répartis sur nos 6 directions régionales, Bordeaux qui est effectivement le berceau du groupe, mais également Nantes, au Pays Basque, à Lille, à Lyon et à Paris depuis 2008, sur lequel nous avons déjà ouvert déjà une résidence hôtelière à Orly et livré un peu plus de 600 logements. Et donc votre vision du marché hôtelier en Ile-de-France? Alors, à chaque implantation hôtelière, nous sommes très attentifs à pouvoir capter à la fois une clientèle d'affaires, très clairement, et sur Orly ça a été le cas, puisqu'on est quand même sur le premier pôle économique du sud francilien, avec toutes les activités qu'on décrira tout à l'heure, mais nous captons effectivement toute cette clientèle d'affaires. On s'inscrit aussi dans un créneau qui est peut-être pas forcément très développé dans le secteur, et sur Orly on avait aussi beaucoup d'hôtels économiques, des hôtels 4 étoiles comme le Novotel, mais par contre il n'y avait pas d'offre de résidence hôtelière dans cette catégorie 3 étoiles, puisque donc nous exploitons des résidences ou des hôtels en catégorie 3 étoiles, voire 4 étoiles, sous notre marque commerciale qui s'appelle All Suite Apart Hotel. Nous essayons aussi de capter beaucoup la clientèle de loisirs, qui pour nous est également très importante. On en parlera effectivement peut-être tout à l'heure au travers de notre deuxième implantation en Ile-de-France, et qui se trouve elle également dans le Val-de-Marne, puisqu'elle est à Choisy-le-Roi, dans la ZAC du Port. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet? Alors, d'abord sur Orly, si vous le permettez, c'est une résidence de 135 chambres que nous avons ouvert fin 2013, donc aujourd'hui qui est quasiment à 2 ans d'exploitation. On s'est vraiment situé dans le premier pôle économique sud-francilien, avec toutes les activités économiques, le marché de Rungis, la zone aéroportuaire, la zone logistique. J'oublie pas également le parc d'affaires d'ICAT qui est à proximité. Et donc là, on a vraiment réussi à capter une clientèle d'affaires de court et de moyen séjour, puisqu'on est sur un séjour moyen d'environ 3 nuits dans notre hôtel sur Orly. On a eu beaucoup plus de mal à capter la clientèle de loisirs dans ce secteur. On y arrive un petit peu avec toutes les relations qu'on a pu nouer avec les tours opérateurs. Mais aujourd'hui, c'est une résidence qui marche plutôt très bien, qui est effectivement dans les taux dont vous avez parlé tout à l'heure, et même qui est une résidence qui est en progression de 10% par an entre 2015 et 2014. Et donc le projet de Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, on est dans une logique un peu différente, puisqu'on est dans la zone du port, au pied du RER. On se situe sur la communauté d'agglo de Seine-Amont, avec de forts développements économiques, que ce soit sur Rivry, sur Vitry, sur Choisy-le-Roi. Et très clairement, on s'est très vite aperçu que l'offre hôtelière allait être insuffisante dans ce secteur au regard de tous ces développements. Donc on croit beaucoup à la clientèle d'affaires sur ce secteur. On croit beaucoup aussi à la clientèle de loisirs, puisque au regard de la desserte en transport en commun, on est quand même au pied du RERC. On pense vraiment que Choisy-le-Roi est une extension du marché hôtelier parisien. Voilà. Très clairement, et nous, on a cette conviction, et c'est pour ça que on développe cette résidence de 150 chambres,
toujours en catégorie 3 étoiles, dans lequel on a également ajouté à cette résidence une centaine de logements étudiants. Voilà. Merci Philippe. Donc, il est très clair que pour vous, le Val-de-Marne a un gros potentiel. Et quelles sont, selon vous Hélène, les tendances qui vont impacter l'offre hôtelière dans le Val-de-Marne au cours des prochains mois, au cours des prochaines années? Alors, oui, alors comme je le disais tout à l'heure, le Val-de-Marne, en plus, connaît des évolutions relativement atypiques dans le paysage francilien, parce que contrairement aux autres départements, le Val-de-Marne a vu sa fréquentation internationale augmenter. Ailleurs, dans les autres départements, c'est plutôt la fréquentation. Heureusement qu'il y a la fréquentation nationale pour soutenir le développement, même si c'est en baisse. Chez nous, non seulement on est en augmentation, mais c'est par la clientèle internationale, avec notamment une clientèle chinoise qui a fortement augmenté entre 2013 et 2014. Il représente aujourd'hui 17% des nuitées étrangères dans le Val-de-Marne, ce qui est important, hein, puisqu'en Ile-de-France, c'est 4%. Donc c'est notre première clientèle internationale. Alors, bon, je pense que c'est lié bien sûr à l'établissement UASM Chinagora, hein, qui est quand même qui propose 187 chambres, plus particulièrement à la clientèle chinoise, qui a obtenu une 4e étoile. Donc voilà, qui se positionne sur un niveau de gamme tout à fait intéressant. C'est lié, je pense aussi, on peut leur rendre hommage au travail que fait l'agence de développement auprès des entreprises chinoises. Enfin voilà, le Val-de-Marne en tout cas a un comportement atypique sur la fréquentation étrangère, avec aussi une clientèle proche et Moyen-Orient qui a énormément augmenté. Alors ce qui va impacter le développement, c'est comme vous le disiez, monsieur, c'est évidemment l'impact des grands projets d'aménagement. Quand on fait les Ardoines, les Confluences, c'est quand même des secteurs, des villes entières qui vont se bâtir. Donc avec un développement économique important, et qui dit développement économique, dit besoin d'hôtels, dit besoin de services, etc. C'est aussi l'arrivée du Grand Paris Express, puisque bien sûr, je vous le disais, les touristes, pour eux, la destination métropole, c'est la carte du métro. Donc là, on va avoir des secteurs entiers autour des gares dans lesquels l'hôtellerie doit trouver toute sa place. Et donc, on connaît déjà des projets, effectivement, sur la ZAC des bords de Marne à Champigny, un terrain pour une implantation hôtelière. Autour de la future gare des Grilles, Villiers et Champigny également est prévu un développement hôtelier. Enfin voilà, l'arrivée des gares engendre aussi ce développement. Il y a aussi d'autres projets, la Cité de la gastronomie. Le CDT a réalisé une étude il y a 2 ans sur les besoins hôteliers engendrés spécifiquement par ce projet et le type d'hôtel atypique, on va dire habillé, gastronomique qu'on pourrait y développer. Enfin voilà, c'est un territoire en pleine mutation, aux portes de Paris, au cœur de la métropole, avec l'arrivée du métro. C'est évident que c'est un des territoires d'avenir pour l'hôtellerie. Très bien, merci. Il est très clair que le Val-de-Marne a de solides arguments à faire valoir en matière d'hôtellerie. Est-ce que les opérateurs et les investisseurs y sont sensibles, Hélène? Oui, je dirais oui. Évidemment, les investisseurs, ils viennent tous voir la ville de Paris. C'est normal, ils rêvent tous de leur hôtel à Paris. Alors les questions foncières font que c'est compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a engagé ce travail important ensemble pour leur faire comprendre que voilà, le développement peut se faire ailleurs. Ceci dit, c'est pas si simple. Alors c'est pas si simple avec les investisseurs, mais c'est surtout pas si simple, je dirais, localement. C'est assez compliqué de sensibiliser nos communes au développement de l'hôtellerie. Alors nous, on s'y attelle au quotidien, je dirais, mais vous savez, les maires, quand je les rencontre, souvent ils me disent bah oui, c'est bien, mais bon, moi je vais faire un hôtel pour que les touristes aillent visiter Paris toujours, quoi. Je suis, encore une fois, le dortoir de Paris. Donc là, il y a un travail à faire. Donc en fait, nous, on travaille vraiment avec eux pour leur dire d'abord,
vous prévoyez du développement économique. Qui dit entreprise, dit besoin de services, dit besoin d'hôtels. Bon, évidemment, création d'emplois liés à l'hôtellerie, mais aussi pour répondre. Si vous faites que des entreprises sans leur proposer les services qui vont avec le développement, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on leur dit, notamment le contrat de destination, mais beaucoup d'autres projets sur lesquels on travaille, on leur dit, mais vous savez, les touristes, de plus en plus, ils sont... Alors je ne parle pas des Chinois, des primo-visiteurs, mais on a aussi un taux de repeaters dans la région de plus en plus important, c'est-à-dire des touristes qui reviennent, qui connaissent déjà, donc qui sont sensibles à la découverte d'une offre renouvelée. Et du coup, on dit aux maires, on peut travailler avec vous pour que quand ils rentrent de leur journée à Paris, ils ne retournent pas forcément dîner sur Paris ou voir un spectacle sur Paris, ils peuvent peut-être faire une balade autour, découvrir des choses, et qu'on arrête aussi le développement hôtelier en banlieue, comme on l'a su pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire dans les zones industrielles, au milieu de nulle part. Voilà, aujourd'hui, ce sont des éléments de développement urbain. Et aussi, on travaille avec les hôteliers. Par exemple, on travaille sur les auberges de jeunesse, parce que je pense qu'il y a un manque très important de tous les développements qui se font, et notamment sur Paris, mais aussi en petite couronne, d'auberges de jeunesse. Il y a encore un manque de lits pour les jeunes. Et aujourd'hui, les auberges de jeunesse, c'est plus comme avant, c'est-à-dire que ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de rencontre qui sont ouverts pour les habitants. Ce sont des lieux qui comprennent des cafés, des salles de concert, parce que ce que demandent les touristes aussi, c'est de rencontrer les habitants, c'est pas d'être dans des boîtes à touristes, mais c'est d'être toujours dans des lieux ouverts sur la ville, des lieux mixtes. Ils demandent à participer à la vie des habitants, mais c'est bien que les habitants s'approprient aussi ces lieux d'hébergement touristique. Comme quelque part les hôtels le font depuis longtemps, une offre de restauration ou autre, c'est toujours quand même ouvert sur le quartier. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Très bien. Je vais vous poser également la question, Elisabeth, est-ce que les opérateurs et les investisseurs sont sensibles, qui les côtoyaient quasiment quotidiennement, au potentiel, aux forces du Val-de-Marne en termes touristiques, en termes hôteliers? Il est vrai que la plupart des groupes hôteliers, lorsqu'ils viennent nous voir, veulent s'implanter à Paris. Mais il est vrai également que dernièrement, on a eu notamment deux groupes japonais que l'on a amenés dans le Val-de-Marne. Et a priori, ça met plutôt l'air de leur vie. Alors après, bon, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais il est vrai que comme il y a vraiment un manque de foncier sur Paris et dans le Val-de-Marne, lorsque les opportunités sont bien considérées par les transports en commun, il n'y a pas de choix, il y a des hôtels. Après, il est vrai qu'il faut un peu aussi, avec le inscrit, voilà, il y a des destinations autres que Paris, voilà, qui peuvent très bien leur convenir. Et il est vrai qu'en plus, comme certains viennent avec des perspectives de l'ordre de 10 000, voire 15 000 mètres carrés d'hôtel, dans Paris, c'est pas toujours facile. Et en première couronne, il y a quand même un peu plus de possibilités, et c'est à nous aussi de leur expliquer que, voilà, dans le Val-de-Marne, par exemple, pourront développer ce type d'hôtel. Merci. J'imagine que forcément les investisseurs regardent avec attention quel est le taux de rendement, le RevPAR qu'ils peuvent espérer. Et justement, Philippe, tout à l'heure, vous parliez de votre projet, de votre programme qui a ouvert ses portes en fin 2013 à Orly. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le retour d'expérience 2 ans après? Alors, aujourd'hui, on est complètement dans les critères, je dirais, que vous avez énoncés tout à l'heure en termes de taux de remplissage, puisqu'on est effectivement complètement dans cette norme. On est effectivement en progression de 10% entre 2015 et 2014. Il y a aussi l'effet d'ouverture, je veux dire, on ne se le cache pas, on a ouvert fin 2013, donc effectivement l'année 2014 était une année de mise en route, mais qui s'est fait finalement très rapidement par rapport à bon nombre de nos résidences dans toute la France. Donc on est vraiment plutôt très satisfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre positionnement sur ces hôtels-là sont des hôtels, et je pense que c'est très important pour nos clients d'offrir quelque chose en milieu haut de gamme en termes d'hôtellerie. Je
crois qu'il y a eu beaucoup d'enseignes qui ont développé des hôtels dits économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il manque effectivement cette hôtellerie en 3 voire 4 étoiles. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est ce que nous n'hésitons pas à faire et à Orly, ce que nous avons reproduit à Choisy-le-Roi et dans d'autres territoires de l'Île-de-France. Vous avez raison de dire effectivement que l'offre de restauration est très importante au pied des hôtels. À Orly, on ne l'a pas fait, je ne vous cache pas, donc aujourd'hui on le regrette un petit peu. On le fait à Choisy-le-Roi, on a réservé une surface commerciale au rez-de-chaussée de la résidence et on va bientôt travailler avec des restaurateurs pour implanter un restaurant de qualité au pied de la résidence. Ça, c'est pour nous très important. Merci. Donc là, on a parlé des investisseurs, des opérateurs. Il y a les collectivités aussi. Est-ce qu'elles perçoivent bien, au niveau du Val-de-Marne, les retombées économiques qu'elles peuvent espérer des projets hôteliers? Hélène. Alors, pour tout vous dire, nous on a donc un observatoire du tourisme au sein du CDT, la responsable Camille est présente ici. Donc c'est un observatoire qui travaille avec tous les hôtels, donc voilà, qui peut donner tous les chiffres aux investisseurs. On travaille aussi en partenariat avec l'Office de tourisme et des congrès de Paris et les 2 CDT de Petite Couronne. On s'est mis ensemble pour observer le tourisme parce qu'effectivement, à l'échelle départementale, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on est vraiment à la disposition des investisseurs et aussi à la disposition des collectivités parce que on calcule chaque année pour elles ce que rapporterait la taxe de séjour ou ce que rapporte la taxe de séjour. Il faut savoir que dans le Val-de-Marne, sur 47 communes, on a 13 villes qui ont instauré la taxe de séjour. Donc aujourd'hui, la taxe de séjour rapporte 1,9 million d'euros sur le département, alors qu'en gros, ça devrait en rapporter, je ne sais plus combien, mais beaucoup plus, pas loin de 5 millions. Bon, il y a des très grosses villes avec beaucoup d'hôtels qui n'ont pas instauré. Donc ça aussi, je pense que c'est un argument pour convaincre les maires d'avoir une vraie réflexion sur le tourisme, sur l'hôtellerie, sur voilà, parce que c'est pas juste accueillir un bâtiment d'emploi comme on disait tout à l'heure. Enfin voilà, mettre en place une politique touristique, ça implique tout ça. Donc on travaille aussi pour sensibiliser les villes, pour leur expliquer, pour qu'elles accueillent les investisseurs, pour qu'elles participent à ce mouvement. Mais aujourd'hui, on voit bien, donc ça témoigne aussi du fait que pendant longtemps, ça n'a pas été un sujet, en tout cas pas traité. Donc c'est très bien de travailler avec Paris, pour qui c'est vraiment un sujet essentiel. Et voilà, c'est un peu le travail. Alors en termes d'emploi, on avait fait une étude, mais qui date de 2012. L'hôtellerie, c'était 800 emplois sur le Val-de-Marne quand même, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, c'est des retombées économiques importantes. Merci. Alors, il y a un sujet qu'on a abordé en creux et qui aujourd'hui est très d'actualité dans l'hôtellerie, c'est Airbnb. Philippe, vous qui êtes opérateur, comment est-ce que vous percevez l'émergence de ce nouvel acteur? Alors, Airbnb, c'est aussi un peu une offre qui peut être complémentaire, je dirais, et qui peut s'adresser à une clientèle qui n'aurait pas les moyens d'aller dans l'hôtellerie classique. Pour autant, c'est une concurrence un peu déloyale, parce que d'abord, nous, quand on construit un hôtel, on est contraint par des normes de sécurité, des normes d'accessibilité qui coûtent très cher. Ce qui n'est pas le cas d'Airbnb, qui malgré tout, dans un logement, on accueille du public et malgré tout, les réglementations ne sont pas les mêmes. La taxe de séjour, ces gens-là ne sont pas assujettis à ça. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut faire. Mais il ne la paye pas. Voilà. Donc c'est tout un tas d'éléments qui font que cette concurrence est un peu déloyale. Pour autant, effectivement, il y a une clientèle qui va chez Airbnb qui ne viendrait peut-être pas dans nos hôtels. Voilà. Après, l'ubérisation de la société, c'est un fait. Je crois qu'il faut le travailler. Il faut que les législateurs se posent vraiment la question de pouvoir réglementer tout ça, parce que très clairement, c'est quelque chose qui ne va pas être viable. Enfin, je veux dire, la déréglementation a vraiment ses limites. Donc très clairement, il faut être très très attentif à ce phénomène.
Elisabeth, est-ce que l'émergence d'Airbnb, ça refroidit un petit peu l'enthousiasme de certains opérateurs, de certains investisseurs qui voudraient se positionner sur le secteur hôtelier? Honnêtement, à l'heure actuelle, non, je ne l'ai pas ressenti. On a toujours des demandes de groupes étrangers qui veulent avoir leur hôtel à Paris, au moins un hôtel si ce n'est pas plus pour certains. Non, pour l'instant, le phénomène n'est absolument pas ressenti. Par contre, il est plus ressenti par les hôteliers disons, parisiens déjà lyonnais depuis un certain temps, donc commence à se poser un petit peu la question. Mais pour les groupes étrangers, non, pas Merci. Et Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire au niveau du Val-de-Marne, quel est l'impact d'Airbnb? Alors qu'on a beaucoup de mal à l'estimer. Airbnb, c'est 60 000 offres sur la région. Mais une offre, on ne sait pas ce que c'est. C'est 2 lits, c'est 4 lits, c'est une offre sur un temps limité. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans notre destination, ils vont au maximum du temps. C'est pas juste les 2 semaines de vacances. Si c'est 4 mois, c'est lié les 4 mois dans l'année. Donc pour le moment, tout ça, c'est très difficile à estimer. Alors nous, on travaille là-dessus. On va travailler sur un territoire test, puisqu'on a vu avec le maire de Nogent qui serait très intéressé pour qu'on travaille là-dessus. L'objectif, c'est d'en faire effectivement des acteurs du tourisme, parce que ce sont des acteurs du tourisme. Nous, on veut que ce soit des ambassadeurs du Val-de-Marne, des gens qui accueillent chez eux. Néanmoins, ça veut dire qu'ils doivent se déclarer. Il y a quand même effectivement des règles. Il faut se déclarer en mairie. Il faut normalement payer la taxe du séjour. Il faut payer des impôts, ça voilà, c'est pas mon sujet, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, donc moi je considère aussi que c'est une offre complémentaire très intéressante. Je me dis quand même qu'il faut que ça rentre dans l'ordre, que ça se mette dans les règles, comme vous le disiez. Néanmoins, quand on regarde, on se rend compte quand même que les jeunes touristes, ils ont de plus en plus recours à Airbnb, comme ils ont de plus en plus recours à Uber, on parlait de l'ubérisation, face au taxi. Il y a quand même une génération qui arrive. Moi je vois mes enfants qui sont en âge de voyager, ils n'ont jamais réservé un hôtel. Jamais de leur vie. Donc c'est quand même des choses, des signaux, je pense, qu'il faut qu'on prenne en compte, qu'il faut qu'on travaille avec l'hôtellerie pour qu'aussi qu'elle réfléchisse sur les services. Qu'est-ce qu'on recherche quand on va dans Airbnb? On recherche une chambre plus personnalisée, de quoi peut-être se faire ce petit repas pour ne pas payer le restaurant midi et soir. On cherche une ambiance particulière. Je pense que l'hôtellerie peut aussi travailler sur les services qu'elle propose. On est à un moment de mutation, ça c'est évident. En tout cas, ces phénomènes-là nous amènent à repenser la relation client, je pense. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous. Tenez. Merci. J'en profite pour interroger Paris qui est avec nous aujourd'hui au travers des questions supplémentaires. Karine, je voudrais savoir comment vous appréhendez le développement économique lié au tourisme et notamment l'économie numérique du tourisme. Merci pour la question surprise. Bonjour à tous. Oui, merci. Elle est très bienveillante. En fait, on a une approche qui est vraiment énormément axée sur les sujets d'innovation, puisque Paris & Co, c'est non seulement l'accompagnement et la prospection d'investisseurs étrangers, mais aussi l'accompagnement de l'incubation de start-up. On a près une dizaine de sites dans Paris et 200 start-up incubées. Et concrètement, donc, le tourisme est évidemment un enjeu absolument essentiel pour nous. Et on a en fait une approche qui a été de lancer le premier incubateur tourisme au monde, qui s'appelle Welcome City Lab. Et quand on parle d'incubateur, en fait, on est au-delà de la notion d'incubateur, puisqu'on est sur une plateforme d'innovation. Et donc l'approche qu'on a, elle est vraiment de faire travailler ensemble les gens de manière très décloisonnée. Par exemple, on a envie de faire travailler ensemble des grands groupes avec des startups.
de faire venir également des acteurs qui ne sont pas forcément attendus. Je pense par exemple à un grand groupe de la cosmétique, qui est en train d'avancer avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils se posent des questions sur le sujet des déplacements professionnels de leurs collaborateurs. Et à ce titre-là, ils sont intéressés de travailler avec nous sur justement la manière un peu innovante d'accompagner justement le développement du tourisme, et en l'occurrence du tourisme d'affaires. Donc je dirais que le principal angle d'attaque entre guillemets du sujet porte vraiment sur les sujets d'innovation. Comment est-ce qu'on arrive justement à traiter ces sujets d'Airbnb, des nouvelles tendances, parce que c'est vrai que pour les moins de 35 ans, clairement, le programme Airbnb il est de plus en plus favorisé. Donc on voudrait justement anticiper ce sujet, essayer de faire bouger l'ensemble des professionnels du tourisme pour que tout le monde soit impliqué justement pour ne pas rester dans les conditions statiques, mais aussi identifier, favoriser la création de start-up sur les sujets tourisme pour accompagner les grands groupes, pour entraîner tout un écosystème. On est au-delà des sujets de pure hôtellerie et vraiment de problématiques de demain. Paris, c'est vrai qu'on a un rôle, et quand je parle de Paris, c'est au sens large. On a la chance d'être la première destination touristique au monde, et donc vraiment la nécessité de trouver les nouvelles tendances et de les anticiper. On travaille beaucoup d'ailleurs en partenariat avec d'autres villes à l'international sur ces sujets-là. Donc il y a des projets on va dire, de déclinaison du Welcome City Lab à l'étranger qui sont en cours, donc on pourra vous reparler par la suite. Juste si je peux apporter mon témoignage, effectivement le Welcome City Lab est un acteur incontournable pour nous. Il est d'ailleurs signataire du contrat de destination. On s'adresse aux jeunes, on a bien évidemment besoin des startups. C'est une équipe extraordinaire menée par Laurent, c'est vraiment du plaisir, et je pense que c'est bien que Paris ait été la première destination au monde à lancer ce sujet d'innovation dans le tourisme, en tout cas concrétisé comme ça. Et effectivement, c'est un travail remarquable qui est fait. On s'y associe avec grand plaisir, en tout cas. Merci pour eux. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions et à l'auditoire pour avoir répondu présent. Merci.